J'ai eu la présence d'esprit de fermer et vendre certains de mes restaurants 2 mois après que le Covid ait commencé. Après le Covid a commencé et 2 mois après, je me suis donné un laps de temps pour voir comment ça se passait ou pas. Et je me suis dit que bon, ça allait prendre du temps et que ça allait être compliqué. Donc, je sais pas, j'ai eu cette présence d'esprit d'arrêter. Il y en a pour lesquels il y en a que j'ai fermé, il y en a que j'ai vendu. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Naïma Merali Malou Ismaël, qui fête aujourd'hui ses 10 ans en tant qu'entrepreneur. Et justement, pendant cette période de temps-là, elle a créé 6 entreprises, dont 3 dans la restauration. Et aujourd'hui, tu as la chance de collaborer avec un peu plus d'une trentaine de personnes. Bonjour Naïma. Bonjour Axel. Récemment, j'ai vu que tu as participé au salon Sira à Lyon. Mais qu'on t'avait prévenu en fait seulement 23 jours avant le début de cet événement. On s'en rend peut-être pas compte, mais ça reste quand même hyper serré comme timing. Est-ce que avec le recul, tu peux un peu nous raconter comment tout ça s'est passé en fait? Alors, comment ça s'est passé? J'étais en vacances. C'était au mois de décembre. Je reçois un appel et on me dit « Ah Naïma, est-ce que ça vous dit de participer au Sira à Lyon ?» Il y a un pavillon Madagascar qui s'organise. Donc, sauf que le salon, c'est le 19 janvier. Bon, en général, je dis pas non. Je suis pas quelqu'un qui dit en général non aux opportunités. Donc, j'ai dit oui. J'ai dit, écoutez, donnez-moi un peu plus de renseignements. Et voilà, donc je suis rentrée. On a commencé à mettre les choses en place. Alors, on avait la chance d'avoir déjà fait un salon, notre tout premier salon en France au mois de juin 2022. Donc du coup, on savait un petit peu à quoi s'attendre, mais bon, il faut quand même se préparer. Donc après, c'était la course en fait. Après, c'était la course. Les vacances, c'était fini. C'était la course parce qu'il fallait préparer tout ce qu'on allait amener sur place. Il y a un autre gros morceau auquel on ne pense pas tellement, mais moi, je suis partie avec deux collaboratrices et il fallait faire leur visa. Donc ça, c'était un autre challenge. Donc il y en a une dont on a eu le visa juste à temps, il y en a une qui a dû nous rejoindre un jour après parce que son visa est sorti après. C'est stressant quand même, hein. D'autant que si jamais tes 2 collaboratrices partaient pas, tu te retrouvais seule du coup? Ouais, je me retrouvais seule. Bon après moi je stressais parce que je leur disais depuis le début, vous inquiétez pas, on va les avoir, on part pour une bonne raison, donc il y a pas de raison qu'on nous le donne pas. Et après il fallait jongler quoi. Donc on a vu entre ce qu'on pouvait amener, s'il y avait une personne qui partait, s'il y avait 2 personnes qui partaient ou 3, mais voilà, ça fait partie de de l'aventure. Oui, voilà, ça fait partie de l'aventure. Dans le bilan que tu as dressé justement de ce salon, tu avais dit en fait qu'il y avait l'entreprise avait donc 3 prospects sérieux. Oui. Tu envisages d'exporter les produits de Sambic dès cette année du coup? J'espère. C'est le but quand même. Donc pour Sambic, on a je vends localement déjà. Donc il y a quand même un souhait d'être présent, d'être bien présent localement. Mais l'autre souhait aussi, c'est d'exporter et vraiment d'amener ce produit à l'international. Mais toi, tu aimerais plutôt placer tes produits dans la grande distribution, dans des boutiques qui sont un peu plus spécialisées vraiment sur le chocolat? Alors, j'ai 2 visions un tout petit peu différentes sur le local et l'international. Sur le local, j'ai fait le choix d'être distribué en grande distribution. La raison, c'est qu'on a peu de boutiques qui seraient vraiment qui pourraient accueillir ce genre de produits. Et du coup, on serait très peu distribué localement. Et pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été hyper important. C'est vrai qu'on a des super beaux produits, on a des produits magnifiques. Et souvent, ils sont juste exportés. Et ici, on les cherche et on les trouve pas. Donc voilà, l'idée, c'est quand même que localement, on puisse avoir accès à nos super beaux produits, voilà, qu'il ne faille pas aller à l'étranger pour acheter nos produits. Ouais. Et il y a une des particularités de Sambic, c'est la Sambic School, où en fait, il y a pour mission de former des femmes en fait en situation précaire au métier du chocolat. C'est ça.
chaque session est composée de 5 personnes. C'est bien ça, hein? C'est ça. Alors là, on commence tout juste. Donc, on a eu une première session de 5 personnes. Donc, comme on est petit encore, on commence. Ce qui est, c'est qu'on ne peut pas absorber toutes les personnes dans la société. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour le moment, on continue à former ces personnes. Et là, on est en train de voir un nouveau programme pour pouvoir former des personnes, mais qu'on va, elles, guider vers d'autres sociétés. D'accord. Voilà, parce que j'ai pas pour le moment la capacité d'absorber toutes les personnes que je vais former. Voilà. Et justement, par rapport à cette formation-là, justement, est-ce que tu as une équipe qui dispense, on va dire, les formations, ou est-ce que tu t'en occupes personnellement? Tu as une partie? Alors, c'est 50-50. En fait, l'idée c'est pas de former les personnes que à faire du chocolat. La raison, c'est que, pareil, le contexte économique fait qu'on n'a pas tellement de sociétés qui sont vouées au chocolat, et du coup, il n'y a pas de la même façon, elles ne peuvent pas absorber aussi. Donc, l'idée, c'est de former des personnes au métier de bouche, de manière générale. Et ça, en fait, on le fait, du coup, je le fais en parallèle à travers d'IT. Où d'IT, on a la structure, on a les cuisiniers, les chefs et tout ça, qui sont les pâtissiers qui sont là depuis longtemps et qui ont cette capacité de transmettre. Donc la transmission, elle se fait à ce niveau. Donc on essaie de le faire en interne pour le moment, tant qu'on peut. Et pour la partie chocolat, pâtisserie, je le fais, c'est moi qui le fais. Et d'autres, ce sont mes autres collaborateurs. Et généralement, toi, quand tu regardes un petit peu, du coup, est-ce que parmi les personnes que tu as formées, il y en a certaines déjà qui bossent avec toi maintenant aujourd'hui? Toutes les personnes que j'ai formées bossent avec moi. Et ça se passe bien quand même en termes d'insertion après dans le monde du travail? Est-ce que tu as peut-être eu des difficultés particulières, ou est-ce que généralement, voilà, une fois qu'elles passent par les personnes qui étaient le plus en précarité, ce sont les personnes qui se travaillent le mieux. Ah ouais, ok, d'accord. Okay. Donc, c'est génial. Ouais. Je pense qu'elles comprennent qu'il y a qu'elles ont un enjeu derrière, et qu'elles ont une chance aussi. Ouais. Okay. Donc, Moi, il y a un truc quand même par rapport à Sambic que je trouvais intéressant, c'est que c'est une entreprise qui se positionne sur un marché où, historiquement, en tout cas à Madagascar, il y a une entreprise qui était connue, on va dire, comme étant en position je dirais pas de domination incontestée, mais en tout cas, historiquement, je pense que c'est probablement l'entreprise qui était là depuis plus longtemps. Moi, je voulais savoir, est-ce que déjà ça a été un frein pour toi quand tu as commencé à créer dans ta tête, en fait, l'entreprise? Est-ce que pour toi, tu te dis, ah ouais, mais il y a déjà un tel, est-ce que ça va le faire, ou au contraire, toi? Non, pas du tout. Moi, je trouve que ce que fait la chocolaterie Robert, c'est super, et c'est très inspirant d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il y a plus de 60 ans, eux, ils ont eu la présence d'esprit de créer ça, alors que personne ne le faisait, et ils ont tenu, ils tiennent dans le temps, donc c'est s'ils sont là depuis autant d'années, c'est que déjà c'est qu'ils ont un produit qui est super, un marché qui est réceptif. Et je pense qu'au contraire, ils ont été avant-gardistes à leur époque, et qu'en fait, on a un gap où pendant 60 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont dit faudrait qu'on le fasse aussi. Donc non, pas du tout, au contraire, c'est très inspirant, et je pense qu'on fait pas... On fait du chocolat aussi. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. J'ai tendance à dire que le soleil brille pour tout le monde. Donc, on n'est pas vraiment sur le même marché, en tout cas localement, on n'est pas vraiment sur le même marché. Et au contraire, moi je trouve que plus on sera, là les gens me disent, ah oui, je connais la chocolaterie Robert, ah mais c'est bien de découvrir une nouvelle marque de Madagascar. Donc je pense même pas qu'on empiète l'un sur l'autre. Si dans un rayon je vois 2 ou 3 chocolats qui sont produits à Madagascar, au contraire, moi j'en serais encore plus fière, quoi. Parce que je peux dire, voilà, parce qu'il y a plein de cacao, tu vas sur un rayon de chocolat, par exemple en France, que ce soit dans un supermarché ou dans une épicerie fine, c'est 100% sûr que tu vas trouver du chocolat de Madagascar, fait avec du cacao de Madagascar. Donc ça, c'est sûr, 100%. Mais dedans, combien sont réellement fabriqués à Madagascar? Il y en a très peu. Donc moi, si un jour on arrive à avoir la moitié qui est produite à Madagascar, mais on a tout gagné, quoi. Ouais. Et justement, c'est ça qui est un truc qui est vraiment incroyable, en fait. C'est que, et ça c'est valable dans énormément de domaines à Madagascar, c'est
on a beau être un pays où on trouve la matière première en abondance et en termes de qualité aussi, je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Et pourtant, le nombre d'entreprises qui se positionnent pour transformer ça, justement, et apporter une valeur ajoutée à ces produits bruts-là, se compte, mais sur les doigts d'une main peut-être par secteur, en fait. C'est ça que c'est incroyable, j'arrive pas à comprendre. Je pense que c'est quoi le frein, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Moi non plus, je comprends pas trop. Moi, je suis quelqu'un qui aime transformer, donc je suis pas trop quelqu'un qui est dans le trade, donc je pense que quand tu fais du trading, bah, tu achètes et tu revends tout simplement. Ouais. Enfin, tout simplement, c'est pas si simple, mais c'est la démarche qui est faite, en tout cas. Pourquoi c'est pas transformé? Peut-être que c'est plus, je sais pas, est-ce que c'est plus compliqué? Du coup, il y a peut-être plus de risques parce que finalement, là, bah, moi, je produis du chocolat. Si je trouve pas de clients, je reste avec mon chocolat sur le dos. Peut-être il y a de ça. Après, mais justement, c'est là où il faut apporter le changement parce que d'ailleurs, c'est là où on gagne mieux, c'est quand on transforme. Hein. La plus-value, elle est là. Donc il y a cet aspect-là où finalement, c'est vrai qu'il faudrait que je vende des tonnes de cacao pour pouvoir gagner. Je sais pas quelles sont les marges, mais VS si je produis le chocolat de A à Z. Mais après, ça vient avec beaucoup de contraintes. Hein. Il y a toutes les contraintes sanitaires. Bah pour exporter, on peut pas juste exporter juste comme ça. Il y a plein de choses. Donc c'est peut-être ces freins-là. Après, moi, j'aime bien transformer, donc ça me. Bah heureusement, voilà. Franchement, heureusement. Jusqu'où toi, c'est quoi ta vision pour Sambic? Genre dans 10 ans, t'aimerais que ton entreprise elle soit où? Moi, j'aimerais qu'on soit partout dans le monde. Pas j'aimerais, on sera partout dans le monde. Excellent. On sera partout. C'est comme je t'ai dit, si tu vas quelque part, c'est que, l'idée c'est que, je sais pas, peu importe où tu vas dans une épicerie, une belle épicerie, que tu tombes sur Sambic partout dans le monde et que ça devienne que ce soit une référence, du chocolat malgache. Tu as, comme je l'ai dit, du coup, dans l'introduction, déjà créé quand même un bon nombre quand même d'entreprises. Je pense que celle que tu as créée le plus récemment, c'est une agence de marketing communication qui s'appelle Watt. Sur laquelle je ne communique pas. Sur laquelle tu ne communiques pas, ok. Il y avait un poste en fait qui a été fait en fait où justement il y avait le recrutement d'un jeune homme qui a perdu l'audition à l'âge de 2 ans et demi au sein de ton équipe. C'est quoi l'histoire derrière? Comment vous êtes rencontrés, tu vois, et comment de fil en aiguille en fait vous êtes arrivés à collaborer ensemble? Alors, donc il s'appelle Fitaïn. L'histoire avec Fitaïn, c'est une fois, comme on en a discuté un petit peu après, dans mes entreprises, c'est très chill. Enfin, on discute tous ensemble, je connais tout le monde, donc la discussion est assez facile. Donc, une de mes collaboratrices me dit il y a une de ses amies dont le frère est sourd-muet et il cherche un stage. Donc, est-ce qu'on peut le recruter? Est-ce qu'on peut le prendre en stagiaire? Je dis ouais, ok, pas de souci. Donc il est venu, il a discuté un petit peu avec l'équipe, il a échangé et il a dit que je sais pas si je me souviens bien ou pas, mais je crois qu'il voulait essayer pour voir est-ce qu'il se sentait assez à l'aise ou pas. Donc il a testé et puis en fait il était content, nous on était contents. Il a beaucoup de talent aussi. J'avais vu un petit peu ce qu'il faisait et il est très talentueux. Et puis moi, c'est pas quelque chose qui me gêne en fait. C'est pas un handicap ou pas. C'est pas quelque chose qui me gêne. Donc finalement, en fait, lui, il s'est intégré hyper facilement dans l'équipe. Donc il était en stage, il a fini son stage et du coup, maintenant il est en CDI. Et en fait, l'équipe a appris le langage des signes avec lui. Moi, je suis nulle. Comme je suis pas dans le bureau vraiment à côté de lui, donc du coup, j'ai pas encore vraiment bien appris le langage des signes, mais du coup l'équipe connaît assez bien le langage des signes. Mais on a plusieurs moyens de communication, c'est-à-dire qu'il lit quand même assez bien sur les lèvres. Donc du coup lui il parle en malgache, donc je lui parle, je lui parle en articulant bien, en faisant
des gestes dans tous les sens et tout ça. Donc il comprend. Parfois on écrit au tableau. Il y a des applications qui sont super où en fait quand tu parles, parce que parfois quand on fait une petite réunion, c'est un peu plus compliqué du coup d'aller traduire et tout ça. Mais on met l'appli en marche et pendant qu'on parle, l'appli écrit ce que tu es en train de dire. Donc du coup lui il le lit. Et c'est excellent. Donc voilà. Et maintenant ils sont 3. Maintenant on a 3 sourds-muets dans l'équipe. Ah ouais. Ah quand même. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Donc ouais, non, c'est cool. Ah ouais, non, c'est vraiment super parce que je pense que c'est quelque chose aussi dont on parle peut-être pas assez, c'est justement l'insertion professionnelle des personnes justement en situation de handicap. J'espère vraiment que les entreprises justement comme la tienne par exemple commenceront justement c'est une des raisons pour laquelle j'en ai aussi un petit peu parlé sur le post. En fait, c'est pour sensibiliser un petit peu les gens. J'avoue que moi j'ai pas recruté Fitaïn parce qu'il était sourd-muet et parce que je voulais avoir quelqu'un de sourd-muet dans mon équipe. J'y avais pas pensé, mais bon, en fait, moi ça me dérange absolument pas. Et finalement, c'est un beau délire. Et du coup, là, je me suis dit, en fait, il a voulu après. Il nous a proposé quelqu'un qu'il connaissait, qui avait fait ses études avec lui, qui cherche un stage. Donc on a pris cette fille aussi en stagiaire. Et ce qui est quand même plus agréable pour lui, parce qu'il se sent quand même un peu moins coupé, parce qu'il a quelqu'un avec qui discuter aussi, et tout, c'est plus agréable pour lui, même si tout le monde fait l'effort. Mais du coup, pour lui, c'est plus agréable. Et là, l'idée, c'est pas parce qu'ils sont 3 qu'ils sont 3 dans un coin et les autres sont de leur côté. Mais je pense que oui, en fait, j'avais même pas vraiment réalisé, je pense, à quel point ça peut être un stress pour les parents, ça peut être une difficulté pour les enfants de trouver un travail. Et maintenant que je m'en suis rendu compte et qu'on le fait avec Fitaïn, voilà. S'il y a des gens qui cherchent du travail, peu importe le handicap, venez nous voir, nous, il n'y a pas de souci. Et là, on va prendre des stagiaires sourds-muets pour justement au labo. Ah ouais? Ouais. On va prendre des stagiaires sourds-muets au labo. Parce que justement on en a discuté un petit peu plus avec eux. On avait fait aussi une journée où on a fait une sensibilisation à la City sur le langage des signes, sur les sourds-muets. On a fait cette sensibilisation et en fait on nous a dit des personnes qui les forment, l'école dans laquelle ils vont pour apprendre le langage et tout ça, nous ont fait part du souci qu'ils ont à intégrer les jeunes, même pour des stages ou autres. Et du coup, on leur a proposé de venir faire des stages chez Sambic ou chez Dité. Waouh. Voilà. Franchement, la démarche, franchement, elle est admirable. Hein. Vraiment, c'est vraiment super. Justement, aujourd'hui, tu gères plusieurs entreprises. Oui. Tu es aussi mère de famille. Oui. Comment tu gères tout ça un petit peu? Parce que ça fait quand même... beaucoup de choses à faire, j'imagine, dans la journée. Ça fait 6 enfants. Ça fait 6 enfants, en fait. 6 enfants, au total. Alors, comment je gère? Il y a eu plusieurs phases où j'ai géré de manière différente, en fait. Aujourd'hui, ils sont un tout petit peu plus grands, entre guillemets. Ils ont 7, 5 et 3 ans. Donc, le matin, ils vont à l'école. Donc, ma matinée jusqu'à 15h, elle est assez libre, donc c'est plutôt là où je travaille. Et ensuite, à partir de 15h, je suis avec eux et je travaille à distance. En remote, ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait, le fait que je sois présente physiquement l'après-midi à partir de 15h, ça n'avait pas un grand intérêt, en fait. Que je pouvais très bien travailler de là où je suis, que je sois à la maison ou que je sois en train de regarder le match de tennis et que je sois sur mon téléphone en même temps. Donc ça, c'est le compromis que j'ai trouvé. Et ça fonctionne. Quand ils reviennent de l'école, si je dois rester, ils viennent. C'est eux qui viennent au bureau. Okay. Mais ça se passe comment? Est-ce que quand justement pendant cette période entre, on va dire, début de matinée et 15h, est-ce que tu te dis pendant 2 heures, je bosse sur cette boîte, 2 heures là, ou tu vas vraiment genre, c'est plus ou moins fini en fonction du... Alors quand j'arrive, je fais le tour, je commence toujours par Dité qui est en bas, puis je monte dans les bureaux où il y a du coup où il y a Watt et pour la partie Sambic. Donc je vois en fonction des jours, en fait ça dépend vraiment en fait du travail qu'il y a, de ce qu'il y a à faire.
je suis pas quelqu'un d'hyper organisé en fait aussi. Donc j'ai pas un timing hyper strict où là je fais que Sandvik, là je fais que Watt, là je fais que... Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est plutôt en fonction des besoins. Donc, c'est pas genre t'as une to-do par exemple avec déjà dans ton téléphone avec tous les trucs déjà prêts. J'ai plein de to-do dans tous les sens, mais j'ai plein de to-do, j'ai des post-it, j'ai plein de trucs dans tous les sens, mais si, maintenant j'ai un agenda maintenant. Ça c'est le nouveau truc. J'essaie de m'y tenir. Un agenda, je veux dire, où t'écris manuscrit. Oui. Non, moi si j'écris pas manuscrit, j'oublie. Voilà, donc j'écris tout. Je fais des dessins et des croquis pour tout ce que je fais. Ah ouais. Oui, c'est comme ça que je fonctionne. Mais j'ai pas de timing à respecter exactement ça en fonction des besoins. D'accord. Depuis justement que t'es revenu à Madagascar. Comme je disais tout à l'heure, tu as créé déjà un paquet d'entreprises. Toi, c'est quoi, au fond, qui te motive justement à chaque fois à en vouloir créer plus? Alors, je sais pas si ça existe comme mot, mais j'ai le syndrome de l'entrepreneur. Je sais pas si ça existe. Mais moi, j'ai un souci, j'ai 1500 000 idées qui me tournent à la seconde dans la tête. Donc, je sais bien que je peux pas toutes les faire. Mais en fait, dans ma tête, c'est comme ça. J'ai une idée et je prends ma calculatrice et je fais rapidement un calcul, genre est-ce que ce serait possible ou pas, ça marcherait ou pas. Et puis bon, du coup, la plupart, je laisse tomber. Mais j'ai trop d'idées, en fait. C'est un petit souci quand même. Il faut se canaliser. Mais j'aime ça, en fait. Je sais pas. Déjà, j'aime énormément transformer. J'aime créer, j'aime me transformer. Donc, je pense que ça vient de là. Mais là, j'essaie de focaliser toute mon énergie sur ce que j'ai, sur les entreprises que j'ai. Donc en gros, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres choses après. Mais pour l'instant, je me suis fait une promesse, c'est de me focaliser et pas d'ouvrir autre chose pour le moment. Ah ouais. Mais donc, par exemple, quand tu décides de concrétiser un projet ou non, je veux dire, tu prends la décision au moment où tu vois les chiffres sur la calculatrice, du coup, en 2-3 minutes, ou est-ce que tu prends quand même un peu le temps, après derrière tu prends le recul, tu en parles peut-être à des gens autour de toi, tu vois, pour essayer peut-être de valider le concept. Alors j'en parle une fois que j'ai quand même un peu bien pensé au truc, parce que sinon je leur parle de trop de choses et ils me disent que je veux faire trop de choses. Mais pour Sandvik, j'ai fait un business plan. C'est la seule société pour laquelle j'ai fait un business plan. Ok, d'accord. Je suis trop fière de moi. Et est-ce que tu penses que ça t'a apporté un plus quand même, tu vois, pour... Oui, ça a apporté un plus. Après, c'était des enjeux qui étaient quand même assez différents. C'est-à-dire que pour Dité, quand j'ai commencé, j'avais des économies, j'ai acheté mon matériel grâce à ça. Mais c'était pas pour Watt. Bon, c'est grâce à Dité que j'ai pu financer toutes les sociétés que j'ai créées jusqu'à maintenant. Donc, mais ça, sauf que là, pour Sandvik, c'est quand même beaucoup plus gros. Du coup, il fallait... ça passe quand même par un prêt bancaire et tout ça. Donc là, j'étais obligée de faire les choses de manière plus carrée. Et c'est bien, oui, ça m'a appris des choses. C'est que, bon, au moins, j'ai un objectif. Même quand je dois embaucher quelqu'un, en fait, j'ai un budget à respecter. Donc, c'est pas mal, ouais. Mais justement, j'aimerais rebondir sur le fait que tu dises que justement, tu as financé... en partie du coup Sandvik au travers d'un prêt. Bon, par exemple, mon regard extérieur en tout cas sur tout ce qui est créé à Madagascar, c'est que j'ai l'impression qu'on a des taux quand même qui sont relativement élevés. Bon, pas comparer l'incomparable, mais on va dire que ça reste quand même élevé. T'as pas peur des fois? Tu vois, genre ça te met pas des coups de pression des fois quand tu y penses un petit peu, genre parce que forcément qui dit prêt du coup dit remboursement avec intérêt en plus. En fait, je crois trop à mon projet, donc j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'y crois dur comme fer. J'y crois dur comme fer, donc après je me dis, je fais pas les choses quand même bêtes. Je pense pas que je fasse les choses bêtement. Je me dis que je sais travailler. J'ai quand même fait 10 ans ça fait quand même 10 ans que je travaille. Je pense que d'avoir fait déjà un métier qui était assez compliqué, la restauration c'est compliqué. Donc je me dis si j'ai tenu là-dedans, ça doit pouvoir le faire. Et puis non, j'ai le prêt sans le prêt, je peux pas acheter ce matériel. Je peux pas acheter ce matériel et du coup je peux pas aller de l'avant.
Donc à un moment, de toute façon, c'était obligé de passer par un prêt bancaire. Et j'ai de grandes ambitions pour ce projet. Et du coup, je pense que je ferai tout pour que ça fonctionne et pas avoir peur des échéances qui vont tomber. C'est sûr, c'est toujours un risque, hein, mais dans tous les cas, je pense que quand tu entreprends, c'est toujours un risque. Ou même pas quand tu entreprends, mais je sais pas, même si tu es salarié et tu achètes une maison, tu vas prendre un prêt, c'est quand même un risque. Et sinon, si on prend pas de risque, je reste chez moi et voilà. Tu parlais un peu de Zité. Zité, c'est un peu, on va dire, du coup, ton premier enfant. Complètement. Ouais. Voilà. Je pense que toutes les entreprises dans le secteur de la restauration ont probablement un peu mal vécu. Est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé la période de la Covid où du coup, en fait, les entreprises dans ce secteur-là ne pouvaient pas faire grand-chose? Alors, c'était hyper compliqué. C'était compliqué parce que j'avais 5 restaurants à ce moment-là, que du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Hein. Donc, voilà, j'ai eu la présence d'esprit de fermer et vendre certains de mes restaurants 2 mois après que le Covid ait commencé. Après le Covid a commencé et 2 mois après, je me suis donné un laps de temps pour voir comment ça se passait ou pas. Et je me suis dit que ça allait prendre du temps et que ça allait être compliqué. Donc, je sais pas, j'ai eu cette présence d'esprit d'arrêter. Il y en a que j'ai fermé, il y en a que j'ai vendu. Donc ça m'a un peu sauvée, entre guillemets. Parce que si j'avais continué avec les 5 restos, ça aurait été hyper compliqué. On a fait le maximum pour que ce soit pour surmonter tout ça. C'était pas évident parce que ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais beaucoup de charges parce que j'avais beaucoup de personnel, des loyers, tout ça. À côté de ça, parallèlement à ça, on a vu sur tous les réseaux sociaux plein de nouvelles boulangeries, pâtisseries, restaurations qui se sont créées pendant le Covid, mais de manière informelle. Et donc effectivement, on n'est pas du coup compétitif. On n'est plus compétitif. Donc c'était difficile parce qu'il fallait quand même, il fallait quand même qu'on continue à vendre pour tenir et qu'à côté, on avait beaucoup plus de concurrence que 2 mois avant, quoi. Donc du coup, ça a changé toute la donne. Et c'était même compliqué quand on a pu réouvrir parce que les gens avaient perdu l'habitude, quoi. Nous, on ouvrait à 6h du matin pour des petits déjeuners et on était full le matin pour le petit déjeuner. Et en fait, les gens ne venaient plus petit déjeuner, quoi. On s'en est sorti. On est toujours là. On s'en est sorti. Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a fait réfléchir un petit peu, c'est c'était pas compliqué de trouver quelqu'un pour acheter des restaurants, du coup, justement, pendant la pandémie. Si, mais en fait, j'avais la chance d'avoir des restaurants qui sont dans des endroits qui étaient très bien situés. Ok, d'accord. Donc à un moment, ça allait s'arrêter. Et, voilà. Et justement, aujourd'hui, donc, l'activité, on va dire, commence à reprendre. Est-ce que tu penses avoir retrouvé, on va dire, un rythme normal par rapport à la période pré-Covid, ou est-ce que ça reste quand même encore un petit peu Oui, alors maintenant, donc chez Zité, moi j'ai arrêté de la partie restauration. Je fais uniquement du traiteur. Je fais uniquement du catering maintenant. Et oui, là, maintenant ça a repris. Voilà, maintenant ça a repris. Là, c'est bon. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé d'arrêter en fait tout ce qui était partie restauration, pour justement te concentrer justement sur uniquement tout ce qui était traiteur? Parce qu'il y a quand même des réflexions qui sont passées derrière, j'imagine. Oui. Déjà, donc, ça faisait 10 ans de restauration. La restauration, c'est assez pesant au quotidien. Et j'avais besoin, en fait, comme je venais de créer Sambic, il fallait que je fasse un choix, en fait, à un moment. Je pouvais pas être sur tous les fronts, il fallait faire un choix. Et je voulais vraiment être à fond sur Sambic et il me fallait du temps. J'ai pas beaucoup de temps, du coup, entre les enfants et tout ça. Il fallait que je fasse un choix, en fait, et le choix, c'était d'arrêter la restauration, parce que ça, c'est des problèmes de tous les jours qui sont... ça demande beaucoup de présence au quotidien, mais sur place. Et du coup, la partie traiteur, c'est une autre façon de travailler, en fait. C'est une autre façon de travailler, et ça me permettait d'avoir plus de temps. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de
faire grandir Dité, ou est-ce que bon, Dité est là, mais vraiment, tu préfères te focus sur ton dernier enfant, du coup, qui est Sambi, qui est... Je dis pas que tu vas délaisser Dité, tu vois, mais... Non, j'ai beaucoup de grandes ambitions aussi pour Dité. Ouais. Donc non, je vais pas du tout laisser Dité couler dans un coin. Ok, d'accord, ok. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'ai recentré mes activités. J'ai recentré l'activité de Dité. Aujourd'hui, on a un service traiteur. Donc on travaille avec de nombreuses entreprises. On peut faire de la pause café, le petit déjeuner, le cocktail, faire une soirée pour 400-500 personnes, pour 1000 personnes. On a déjà fait tout ça. C'est ce qu'on fait. Ou alors pour quelque chose de plus privé, pour 10-15 personnes, on le fait aussi. Donc pour Dité, l'idée c'est d'être la référence la référence du service traiteur. Okay. Haut de gamme. Haut de gamme. Okay. À Tana. Ok. Voilà. Ouais, j'ai aussi de grandes ambitions. Non, c'est ok. Non, tu sais où tu veux emmener tes entreprises. Du coup, ça c'est quand même, je pense, un avantage parce que c'est vrai que si t'as pas la vision derrière, au final, tu vas nulle part. En fait, sinon tu tâtonnes. Tu tâtonnes et puis finalement, tu fais. En fait, si tu sais pas où est-ce que tu veux aller. Ça m'est arrivé aussi, hein. Il y a il y a eu des périodes où j'étais un peu plus dans le flou et du coup je faisais plein de choses, mais concrètement ça m'amenait nulle part parce que je faisais trop. Mon mari dit de l'épicerie, donc avoir un petit peu de tout. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est de pas faire de l'épicerie et d'être la référence dans un domaine, tu vois, qu'une société soit la référence dans un domaine. Justement, par rapport à cette époque où, comme disait ton mari, tu faisais de l'épicerie, pour remédier à ce problème-là, parce que je pense qu'en fait, finalement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce type de problème, je pense, où justement, ils savent plus où donner de la tête, justement. Et toi, pour passer ce problème, enfin, pour essayer de le dépasser, c'est quoi? T'as plutôt genre des livres sur le développement personnel, ou je sais pas, est-ce que tu as eu peut-être recours à des séances de coaching et autres, ou c'est juste un travail que tu as fait sur toi toute seule? Alors non, je suis pas trop livre de développement personnel, ça m'énerve un petit peu. Ouais. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Ok, toi tu trouves que c'est surfait Ouais, je trouve que c'est surfait, et puis je veux dire, chacun a un métabolisme différent, tout le monde n'est pas obligé de se réveiller à 4h du matin et faire de la méditation, je sais pas, enfin chacun a son rythme, et je pense qu'il faut avoir un rythme qui fonctionne pour toi et dans lequel tu es heureux. Parce que si tu commences à faire un truc à te dire il faut que je médite, il faut que j'écrive, fasse des notes pour tout et tout ça, et que ça te rend pas heureux, ça sert à quoi? D'accord. Enfin, c'est ma façon de voir ma façon de voir les choses. Par contre, oui, j'ai fait du coaching. J'ai fait du coaching, je sais plus si c'était en 2021 ou en 2022. J'ai fait du coaching et effectivement, ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé, ouais. Les conseils étaient pertinents et adaptés. C'était du coaching c'était du coaching professionnel, pas personnel. Mais c'était bien. Ouais, ça m'a beaucoup apporté. Parce que je vois dans ta façon justement de voir les choses, c'est que justement tu fais pas partie de ces gens qui sont là en mode je vais faire violence à moi-même tant que ça m'aide à avancer. Toi t'as plus une approche, je pense, un peu plus humaine, où tu parlais justement des choses, de faire quelque chose qui te rend heureux plutôt que quelque chose qui te rend misérable, même si le fait de faire un truc misérable t'aide à avancer. Qu'est-ce que toi justement aujourd'hui, à ton niveau en tout cas personnellement, tu estimes te rend heureuse et permet justement d'affronter en fait ces moments où c'est difficile, principalement en tant qu'entrepreneur dans la vie de tous les jours en fait, quoi, tu vois. C'est quoi en fait, est-ce que toi t'as un truc qui te fuel en fait, tu vois, genre au fond de toi moi j'aime kiffer venir au bureau tous les jours, enfin si j'ai pas cette c'est vraiment un vrai kiff de venir au bureau. Moi j'adore, enfin moi le week-end je suis trop triste de pas pouvoir venir travailler. J'adore passer du temps en famille, hein, c'est pas ça, mais en fait, le week-end, moi, je continue à travailler, en fait. Mes collaborateurs, ils continuent à recevoir des appels, des messages, tout ça. Oui, ça continue. Oui, enfin, ça fait vraiment partie intrinsèque de ma vie, de ce que je suis, je pense, le travail. Je pense que je travaille depuis tellement longtemps que ce serait trop bizarre d'arrêter de travailler. Mais ça me rend heureuse, en fait, de travailler. Donc, j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime mon mari, j'aime tout ça. Effectivement, tout ça, ça me rend heureuse, ça me comble. Mes hobbies aussi, mais
hobby, c'est aussi mon travail, en fait. Okay. Et du coup, j'adore venir travailler, quoi. Quand je reçois, je sais pas, on a pensé à, ok, on va faire ce reel, ou je leur donne des petits sketchs de qu'est-ce que je voudrais qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse comme reel et tout ça. Quand ça sort, mais je suis hyper excitée, j'adore. Si seulement on peut tous avoir ce mindset-là où vraiment. Moi, j'aime trop. En fait, ça me rend hyper heureuse et j'adore ça. Quand il y a, je sais pas moi, si j'ai dit si je me dis je vais faire un test, je vais faire un nouveau chocolat, je vais tester ça. Si ça sort bien, mais je suis trop contente. Enfin, je sais pas, c'est vraiment. Je suis hyper contente. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu es entrepreneur, mais alors justement, il y a d'ailleurs aucun, je pense. Il n'y a pas de chemin unique pour devenir entrepreneur. Je pense que chacun a sa propre histoire, sa propre relation vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Toi, justement, ton background, je dirais académique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il est quand même plutôt varié. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Au grand détriment de mes parents, mes pauvres parents. J'ai fait une première année de droit à la fac en France et c'était... je sais pas, je me suis retrouvée perdue là dans cette énorme amphi. C'était hyper bizarre, enfin c'était compliqué. J'aimais le sujet, j'aimais j'aimais ce que j'entendais dans les cours et tout ça. Après, il faut avoir une super bonne mémoire quand même en droit. Et moi, j'ai pas une très bonne mémoire, donc c'était pas évident. Après aussi l'aspect intégration, il était hyper compliqué. Parce que je me suis retrouvée dans un amphi, je sais plus combien on était, peut-être 300, 400, je sais plus trop. On était 3 personnes de couleur, donc c'était un peu... Ok, ouais. Moi qui venais d'un univers Benetton, c'était un peu... C'est vrai que c'est un peu compliqué, puis les écoles étaient sectorisées, donc du coup, les gens se retrouvaient finalement. En fait, ils venaient des mêmes lycées, des mêmes quartiers, donc ils se connaissaient. Donc en fait, tu débarquais, tu connaissais pas... Les gens avaient déjà leur groupe d'amis et tout ça, donc... La fac de droit, c'était pas trop ça. Et ensuite, je sais pas, j'avais décidé, ou je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, ou j'adorais la mode, j'adorais les vêtements, la confection et tout ça. Et donc, j'ai dit à mes parents que je voulais faire du stylisme et du modélisme. Bon, ça paye pas trop, hein. Donc, pas hyper d'accord au début, mais je leur ai dit que c'était vraiment ce que je voulais faire. C'était un peu atypique quand même, malgré tout. Ouais, voilà, ils voulaient que je fasse un truc un peu plus classique, je pense. Je comprends, je comprends leur réaction. Du coup, ils m'ont dit, il faut que tu sois sûr que tu veuilles vraiment faire ça. Donc, je suis partie à Londres, à la St. Martin's School, qui est une super école de stylisme. Donc, j'ai fait ça et pendant 1 mois. Et donc, en sortant des 1 mois, j'en ai vu plein les yeux, c'était génial. Donc, je leur ai dit, oui, c'est ça que je veux faire. Ouais. Donc, je me suis inscrite dans des écoles et du coup, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait 1 année dans une école qui s'appelle S-Mode. C'était la seule où j'ai pu m'inscrire un peu au dernier moment. Mais je voulais pas faire cette école, en fait. Donc, du coup, dans l'année, je savais que j'allais faire cette année-là parce que j'avais pas le choix. Ouais. Mais je voulais faire une autre école qui s'appelle l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Donc, c'est le haut de gamme c'est là où on t'apprend à faire la haute couture voilà. Et donc, je voulais absolument faire cette école. Donc, du coup, après, j'ai postulé par cette école. Donc, j'ai pu rentrer dans cette école et j'ai fini là. Donc j'ai un diplôme en stylisme et modélisme. Peut-être du coup, Pressambic, tu seras peut-être dans ce domaine-là. Peut-être, on sait pas. On sait jamais. J'ai retrouvé un mail hier ou avant-hier sur lequel j'ai échangé avec une amie, dans lequel on parlait d'un projet de création d'entreprise il y a 10 ans de cela. Et ensuite, après cette école, je suis partie en Inde pour apprendre à faire des bijoux. Oui. Ouais. Ok, mais à ce moment-là, est-ce que tu savais déjà toi vraiment ce que tu voulais faire concrètement comme métier après ça, ou est-ce que genre t'apprenais parce que tu aimais? Non, pas concrètement comme métier. Non, ce que je voulais faire concrètement comme métier, non, je savais pas. Je savais juste que j'avais envie de créer quelque chose, mais exactement quoi. Oui, à ce moment-là, quand j'étais dans la mode, je voulais créer une ligne, quelque chose dans la mode, quelque chose qui avait un rapport avec ça, mais c'était pas concret quoi. Et ensuite, donc j'ai fait ça, mais mon père m'a dit, et après je suis rentrée, j'ai pas fini le cours de joaillerie parce que c'était compliqué. C'était pas compliqué comme ça.
c'était très différent l'école là-bas en Inde de tout ce que j'avais connu. Préalable. Donc, j'étais quand même hyper déboussolée et puis j'étais plus sûre de vouloir faire ça et tout. Donc je suis revenue et mon père m'a dit ok, c'est bien beau, tu as fait tout ce que tu as fait, mais maintenant il faut que tu fasses un master, un truc un peu plus carré, normal et tout ça. Et je lui ai dit mais papa, comment est-ce que vous pensez que je vais avoir un master? Enfin, j'ai pas fait d'école de commerce, c'est que des gens qui ont fait des écoles de commerce et ce genre de choses qui vont faire des masters comme ça. Parce qu'il voulait que je fasse quelque chose de plus académique, je pense, dans ce sens-là. Okay. Et il m'a dit non, vas-y. Et du coup, j'ai postulé pour ce master en marketing et management du luxe, dans lequel j'ai été acceptée à mon grand étonnement. Donc, j'étais hyper contente. Et donc, j'ai fait ça. Mais ça, en fait, c'était tu travailles la journée et le soir, tu es en cours. Ok, d'accord. Ça, c'était voilà. Ok. Voilà. Donc, du coup, t'avais les deux. Ouais. Et j'ai travaillé dans un palace à la communication. Donc, rien à voir aussi. Ouais. Donc, j'ai travaillé dans un palace à la communication. Et là, j'ai quand même... j'étais au Plaza Athénée. Donc, à cette époque-là, il y avait Christophe Michalak qui était il était hyper en vogue à ce moment-là, qui était... à la pâtisserie du Plaza Athénée, donc j'ai passé toutes mes journées voilà, donc là-bas j'organisais les tournages de la pâtisserie, il y avait tous les événements, tout ce qu'il y avait, et c'était souvent en rapport du coup avec la nourriture. Moi j'ai toujours été gourmande, ça a toujours été une passion quand même, la cuisine, la pâtisserie. Donc là ça m'a donné quand même un petit peu plus d'idées peut-être. Ouais. Voilà, et je faisais les cours le soir qui étaient hyper intéressants et tout, et ensuite je suis revenue. Et puis, fallait que je trouve un travail. Donc, je suis rentrée, je cherche un boulot, mais pas de manière très sérieuse encore, parce que je me suis dit, je vais prendre des grandes vacances, je vais profiter des grandes vacances. Ouais. Et après, je vais chercher. Et finalement, en fait, j'ai entendu une copine parler dans l'entreprise dans laquelle elle travaillait, ils cherchaient quelqu'un. Et ils cherchaient quelqu'un juste pour la période de showroom, en fait. Okay. Voilà. Donc là, tu vends et tout ça, comme un freelance, voilà. Donc j'ai travaillé cette semaine et elle était sympa, elle m'a glissé à l'oreille, écoute, la personne qui s'occupe de l'Europe est en train de partir, donc fais-toi bien voir si tu veux le job. Donc je me suis bien fait voir, ça a bien marché, j'ai bien vendu, et du coup j'ai été recrutée pour gérer l'Europe pour cette société qui fait du prêt-à-porter. Et voilà, j'ai tiré 2 ans. Ouais. Et après, c'est là où tu décides de revenir du coup. Et là, voilà, j'ai décidé de revenir et de faire des gâteaux. Mais en fait, on va dire ton amour en gros pour la pâtisserie, en fait, il naît à l'époque où toi, justement, en fait, tu fais un peu ton master en fait de management dans le secteur du luxe. J'ai toujours aimé ça. Enfin, j'en ai toujours fait à côté. Okay. J'en ai toujours fait chez moi. J'en ai toujours fait à côté, mais je me disais toujours que c'était bien d'avoir un hobby. C'est bien d'avoir un hobby, de sortir de la tête du travail, d'avoir un hobby. Mais du coup, après, j'ai décidé de rentrer. Justement, aujourd'hui, ton hobby, c'est quoi Ça reste toujours la pâtisserie ou est-ce que t'en as un autre Non, alors c'est vrai que je pâtisse plus trop à la maison pour moi. Je cuisine plus que je ne pâtisse aujourd'hui. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai plein de hobbies. Et du coup, dans toutes mes sociétés, il y a une part de hobby. Okay. En fait, du coup, je m'y retrouve bien. Est-ce que, à l'avenir... tes enfants sont encore en bas âge, mais je veux dire qu'ils seront peut-être en âge de choisir éventuellement leur carrière. Ouais. Est-ce que toi, tu aimerais qu'ils puissent quand même reprendre les choses que tu as commencé à créer aujourd'hui? Ou est-ce que, voilà, après, c'est genre, suivez votre voie et puis advienne qu'advienne, mais après, au fond, est-ce que tu n'es pas un petit peu triste quand même si jamais il n'y a pas quelqu'un pour reprendre ce que tu as mis du temps à construire? Je pense pas que je veuille absolument qu'ils reprennent ça. Je suis heureuse de faire ça et qu'ils voient ce que c'est que construire quelque chose, plutôt dans cet esprit-là. Et je partage beaucoup tout ce que je fais avec mes enfants. Ils savent quand si j'achète une nouvelle machine ou si j'ai un nouveau client ou si on a une livraison à faire, ils sont au courant. Enfin, je leur partage. Mais moi, j'ai eu cette liberté, cette chance de faire ce que je veux. Et j'ai envie qu'ils aient la même liberté. S'il y en a un qui veut devenir artiste, qu'il soit, mais j'ai envie qu'ils soient les meilleurs dans leur domaine, en fait. C'est tout ce que je pense que j'ai envie de leur partager comme, leur insuffler comme exigence, c'est d'être le meilleur dans ce qu'ils font. S'il y en a un qui a envie d'être cuisinier, qu'il soit, mais j'aimerais bien qu'il ait une étoile, quoi. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. D'accord. Ouais, c'est vrai que, je pense que il y a, par rapport à, on va dire, la génération peut-être, nos
nos parents, par exemple, ou à l'époque, je pense, leurs parents eux-mêmes, en fait, les orientaient plutôt vers des métiers, bon, j'ai envie de dire relativement classiques, justement. Par exemple, ça peut être le droit, parce qu'on disait, voilà, dans la société, on disait que c'est bien perçu, voilà, quand c'est dans le droit, ou sinon c'était plus dans le secteur bancaire, des choses comme ça. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même, je pense, déjà plus de possibilités. Je pense aussi que grâce aux nouvelles technologies, il y a quand même des nouveaux métiers qui émergent. Hein. Je veux dire, par exemple, pas les métiers de demain. Ouais, qui aurait cru que, par exemple, des gens seraient payés pour jouer aux jeux vidéo, tu vois, genre, le monde ça, du je comprends toujours pas. Hein. J'ai toujours pas compris. Mais bon, je sais, dans l'équipe, il y a plusieurs personnes qui jouent et on est en train de réfléchir à organiser un événement autour du gaming. Super intéressant, ça. Ouais, on est en train de préparer un événement autour du gaming. Je comprends pas, donc je fais genre, je comprends, mais j'ai compris à peu près le contexte, mais je comprends pas qu'on regarde des gens jouer. Ouais. Donc, mais c'est pas grave. Après, je pense que justement, c'est comme, après les gens justement qui sont dans le gaming, eux, je pense leur réponse à ça, c'est genre ils disent, oui, mais on regarde des gens taper un ballon avec les pieds. Pourquoi on regarderait pas des gens on regarde des gens faire de la cuisine, on regarde Top Chef, on regarde des gens faire de la cuisine. Donc je comprends pas vraiment parce que moi je joue absolument pas aux jeux vidéo. Mais on a fait des événements gaming et j'ai compris. Je sais. Donc voilà, on va organiser un événement gaming. Trop bien, je ne comprends pas à 100%. Ouais. Bah, écoute, Naïma, on arrive un petit peu sur la fin de la discussion. Pour finir, est-ce que tu pourrais partager un conseil, principalement qui s'adresse aux mamans qui souhaiteraient entreprendre et lancer leur propre projet? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est plutôt la liberté que vous donne l'entrepreneuriat aux jeunes mamans. Amenez vos bébés avec vous au travail, tout simplement. Ça facilite la vie, ça permet de travailler. Et je pense qu'il ne faut pas avoir juste cette barrière entre il faut que mon environnement de travail et mon environnement familial soient complètement deux choses complètement séparées. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi l'entrepreneuriat, c'est que j'ai une liberté. Si je dois aller chercher mon enfant à l'école, je peux. Si il est malade, je peux. Et si moi je dois être au travail et qu'ils sont dans les parages, ils viennent au travail. Super. Bah écoute Naïma, merci beaucoup pour cet échange et puis vraiment beaucoup de succès aux différentes entreprises et projets à venir. Merci Axel.